Excusez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Aujourd'hui, retour à une maladie dont on ne parle plus beaucoup. Vous savez, un vieux truc, Covid-19. Covid-19, je ne sais pas si ça vous parle. Aujourd'hui, on va en discuter avec Stéphane Demita, chercheur en biologie évolutive et phytopathologie du côté de Montpellier. Avant toute forme de discussion, cher Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour Rémi. Écoute, pour être très franc, je suis un peu grognon aussi aujourd'hui, comme tu l'étais au dernier Twitch auquel j'ai assisté. En fait, parce que j'ai l'impression de revenir 2 ans en arrière. J'ai vécu une très très forte frustration pendant toute la période du premier confinement, qui progressivement s'est atténuée, et beaucoup plus en fin d'année 2021, à mesure que j'avais l'impression que les gens reprenaient un peu raison. Certaines voix dans les médias étaient un peu plus nuancées sur le Covid. Et patatras, là, on repart sur un tout autre sujet, sur ce que j'appelle une hystérie collective. Et c'est encore le stress, et j'ai l'impression que les médias ne peuvent pas sortir de cette dynamique d'hystérie, et dans certains cas de mensonges, au moins de mensonges par omission. Effectivement, la mécanique de la peur qu'on a vue à l'œuvre sur le Covid-19, on l'a suivi sur Juste Milieu. Maintenant, une mécanique de la peur dans un tout autre contexte, celui du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Peut-être qu'on aura la chance de te recevoir à nouveau pour en discuter, parce qu'aujourd'hui, on va regarder un petit peu dans le rétroviseur. Enfin, espérons, si tant est que ce soit fini, on va faire un peu l'analyse du Covid-19 et pour l'histoire, voilà, le contexte de ce débat du jour. Cher Stéphane, qui est un membre fidèle de Juste Milieu, c'est toi qui m'as contacté à la suite du débat avec le docteur Jérôme Marty. Alors là, il y en a eu des grognons, il y en a eu des râleurs, effectivement, ce débat où voilà, j'avais pas apporté suffisamment de contradictions au docteur Jérôme Marty, ce qui est tout à fait le cas. Et cher Stéphane, tu m'as envoyé un mail où tu m'as exposé par le menu voilà, les arguments et les contre-arguments qu'on pouvait opposer au docteur Jérôme Marty. Et on s'est dit, pourquoi pas en faire un débat ensemble, donner voilà, la parole à toutes les opinions, à toutes les idées. Et c'est pour ça que c'est vraiment une joie et un honneur de te recevoir aujourd'hui sur Juste Milieu. On va discuter, on va faire le bilan de cette crise du Covid-19 à travers l'efficacité des mesures, à travers le questionnement de la politique vaccinale, l'adhésion du public, le débat scientifique qui a eu lieu pendant 2 ans et qui continue encore aujourd'hui. Alors, justement, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, quel bilan peut-on faire, et notamment sur cette question des mesures qui ont été prises pendant l'épidémie? On est passé par le confinement, par le couvre-feu, le pass sanitaire, le pass vaccinal, qu'on va peut-être quitter le 14 mars apparemment, enfin suspendu, nous attendit. Quel bilan peut-on faire de tout ça, d'après toi, cher Stéphane? Je ne suis pas en mesure de faire véritablement un bilan exhaustif, hein, évidemment, parce que, d'une part, ma spécialité, c'est, tu l'as dit, la biologie évolutive, un peu les modèles, donc je peux comprendre certains points. La vaccination, par exemple, je suis un peu plus distant. Bon, j'ai pu réviser mes cours d'université, apprendre quelques nouvelles choses, hein. Mais l'impression que j'ai en général, c'est qu'en fait, c'est l'épidémie qui a contrôlé les mesures de restriction et pas l'inverse. C'est vraiment la très grosse impression que j'ai. C'est-à-dire à chaque fois que l'épidémie évoluait, c'est-à-dire qu'une épidémie apparaissait et augmentait, le gouvernement serrait la vis progressivement. Et genre, plus il y avait de personnes en réanimation, plus les mesures étaient strictes, et puis quand ça redescend, on relâche progressivement. Et en fait, on est plus dans la réaction que dans l'action. Et ça, mes collègues, notamment de Montpellier, il y a une équipe d'épidémiologistes très pointus à l'université de Montpellier qui travaille sur la modélisation des épidémies. C'est des choses qu'on peut prédire avec des modèles qui sont assez robustes, en fait. Ils peuvent vraiment prédire à un point donné, en fonction du fameux taux de reproduction du virus, où on en sera dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et c'est que eux, par rapport au confinement spécifiquement, ils pouvaient développer des modèles qui montraient que le confinement peut réduire la transmission du virus et donc réduire la gravité de l'épidémie. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve discutable. Mais
mais indépendamment de ça, ce qui montre, et je me suis amusé à faire moi-même des modèles et je montrerai la même chose, c'est que le confinement a un effet vraiment négligeable s'il est mis en place au moment où l'épidémie est la plus grave. Et plus le confinement est appliqué tôt, plus il est efficace. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est confiner, mettre toutes ces mesures de restriction quand tout va bien, avant que l'épidémie explose, parce que quand l'épidémie explose et devient visible, c'est trop tard. Mais politiquement, c'est pas ce qu'on a fait. Mais je pense qu'il faut effectivement rembobiner pour prendre un peu les mesures dans l'ordre chronologique. En fait, les premières qui ont été mises en place, c'est la quarantaine. En fait, si on regarde l'histoire de la gestion des épidémies, des maladies, que ce soit les maladies humaines ou les maladies... moi, je travaille sur les maladies des plantes. Hein, donc, quand je travaillais à Nancy, sur les maladies des arbres, maintenant sur les maladies du riz et d'autres graminées, c'est que la mesure qu'on prend, si on ne peut pas soigner, c'est la quarantaine, d'empêcher que la maladie entre sur le territoire. Et si on regarde, quand on réfléchit, c'est vraiment la seule chose enfin, du moins la première chose qu'on fait et la chose qui semble le plus efficace historiquement. Et c'est ce qu'ont fait les Chinois en premier. C'est quand ils ont confiné la ville de Wuhan, ça a consisté à empêcher les gens d'en sortir. J'avais regardé un peu et j'ai pas vraiment trouvé d'éléments qui disaient qu'à Wuhan, ils ont empêché les gens de sortir de chez eux. Je l'ai vu pour d'autres villes de Chine, mais pas de Wuhan. Et je ne sais pas si ça a marché en Chine, mais bon, le fait est que la maladie est sortie et qu'elle arrivait elle a apparu d'abord en Italie. Là, j'ai la date, c'est que le 23 janvier, Wuhan a été confiné, et le 21 février, c'était très tôt après, la ville de Codogno et 10 communes autour de cette ville, donc c'est en Lombardie, ont été confinés. Et là, le premier objectif, c'était tout d'abord d'empêcher les gens de quitter cette région. Alors, je me rappelle d'images de policiers qui barraient les rues, les routes, pour sortir de la ville, où y rentrer, les trains qui traversaient sans s'arrêter dans la gare, etc. Et ça n'a pas marché. Le 8 mars, ça a été étendu à 26 provinces. Donc les provinces et les départements en Italie. En fait, la grande majorité de la région lombarde, un petit peu les régions d'à côté, et un petit peu les Marches dans le sud. En fait, tout, et puis la Vénétie aussi. En fait, 2 ou 3 régions du nord de l'Italie qui étaient soumises à ce régime d'interdiction de partir. Donc ça incluait notamment la grande ville de Milan. Et ça s'est manifesté par le fait que les gens sont tous partis dans le sud. Que ce soit s'ils avaient une maison de vacances ou en vacances, ils ont voulu quitter la ville, quoi. Et ça n'a pas marché non plus. Et en fait, 2 jours après, tout le pays était confiné. Mais là, empêcher la maladie de se répandre, c'était trop tard parce que c'était dans tout le pays. Donc ce qu'ils ont fait, c'est seulement à ce moment-là, ils ont empêché les gens de sortir de chez eux. C'est à ce stade... au moment de la mise en place de ce confinement que, bon, bah, moi, comme tout le monde, on a été directement impacté parce que jusque-là, on suivait ça dans les médias. Et c'est là, c'est en fait, donc le 10 mars, l'Italie est confinée, je vois ça, et nous, c'était une semaine après, le 17 mars. Et nous, on n'est pas passé par des fermetures de frontières, il me semble. On a fait des tests aux frontières, mais on n'avait pas les moyens de faire de tests sérologiques ou les tests basés sur les anticorps, les tests ELISA, là, les tests rapides. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la température des gens, il me semble. Ce qui paraît un petit peu, vain. Parce que quelqu'un qui est malade, il peut très bien avoir pris du paracétamol, avoir fait tomber sa fièvre, il peut très bien ne pas avoir de fièvre tout de suite, etc. Puis il peut surtout être en train d'incuber. C'est un peu le gros problème. En fait, c'est le plus gros facteur de transmission des maladies, c'est les gens qui ne sont pas encore malades, qui incubent et qui vont devenir malades à l'endroit où ils arrivent. Et je dirais qu'on a quasiment rien fait pour le faire. Aux États-Unis, ils l'ont fait un peu. Trump, le président américain, l'a fait. Il a interdit l'entrée dans le territoire des gens qui venaient de Chine, je crois. Et c'était très mal perçu par les libéraux américains. Mais sur ces différentes mesures qui ont été mises en œuvre, parce que
Parce que quand tu dis que la dynamique épidémique finalement a dicté la politique, est-ce qu'on n'a pas été en face d'une réalité, et aujourd'hui on a encore un peu plus de recul pour dire cela, qu'on refuse depuis le début de se soumettre à l'incertitude d'une pandémie qu'on n'a jamais réellement maîtrisée en fait. Parce qu'effectivement, on s'est soumis à, entre guillemets, aux volontés de l'épidémie, en donnant l'illusion aux citoyens qu'à chaque fois, on maîtrisait, que les actions qu'on mettait en œuvre allaient changer quoi que ce soit. Alors qu'en vérité, on l'a vu, c'était lors, il me semble, du deuxième confinement, où les courbes commençaient déjà à baisser, que le confinement entrait à peine en œuvre. Donc, est-ce qu'on a simplement, c'est toujours plus complexe, bien sûr, mais est-ce qu'on n'a pas juste refusé d'accepter l'incertitude de cette situation-là? Je pense que c'est, ça tient dans ça tient une partie très importante de notre réaction, ce refus de l'incertitude. Et je pense que l'exemple de la quarantaine le montre bien, parce que toutes les mesures de fermer les frontières dont je te parle, ou de contrôler les échanges ont été faites complètement en vain, parce qu'il y a, je peux citer 4 articles qui montrent que la maladie était déjà présente en France, en Italie et aux États-Unis en décembre 2019. C'est-à-dire que il y a eu un excès de personnes souffrant de bronchite à New York en décembre 2019. Et en France, on a analysé le sang des donneurs de sang, donc il doit être daté, il me semble. J'ai des références que je te donnerai, et qui montrent qu'en fait, on a réagi trop tard, tout simplement, parce que le Covid a des symptômes qui sont semblables à une grosse grippe ou à une pneumonie, quoi. D'accord. Et donc, je pense qu'il y avait de ça, mais je pense que ça, c'est surtout dans la tête des gens. Je pense que naturellement, on est incapable, on a du mal plutôt à admettre notre incapacité à contrôler les choses. Et je pense que ça va assez loin dans tout notre comportement, la superstition, et j'ai envie de dire la religion. C'est un des moteurs qui peuvent pousser les gens à croire. Moi, c'est une partie de la religion qui consiste à essayer de changer les choses par la prière, par le rite. Et souvent, je me moquais, je disais, mais je suis pas sûr que le masque serve à quelque chose. Je suis presque sûr que le confinement ne sert pas à grand-chose. On me disait, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Je dis, vous auriez pu faire une procession religieuse. Ça aurait eu autant d'effets, ça vous aurait tranquillisé, mais j'ai peur que ça aurait eu le même effet. Et alors, je peux plus parler du confinement, parce que c'est vraiment le sujet qui m'intéressait le plus. Alors, au tout début, quand on mettait en doute le confinement, c'était assez mal perçu, parce qu'il y avait encore cette homogénéité du point de vue public qui partait de bons sentiments, en fait. En fait, c'est aussi pour ça, je pense que ça a fonctionné. C'est-à-dire les gens faisaient ça pour les autres, pour les soignants, pour les personnes âgées, pour pas qu'elles tombent malades et qu'elles meurent. Et du coup, dire, ouais, non, finalement, moi, je préfère sortir, j'ai envie de faire du vélo, c'est mon cas, j'ai envie de me balader, j'ai envie de voir les potes, bon, t'es égoïste et tout. Et une des critiques des anti-confinements, ça a été, ça c'est quelque chose dans un texte que j'ai lu, la réactance. C'est-à-dire, on veut te contrôler, on veut t'empêcher de faire quelque chose, tu veux pas, donc tu vas trouver des raisons de le refuser. Et là, franchement, je me plaide coupable. Ma première réaction au tout début, je n'avais pas envie de rester chez moi. Et donc, j'ai peut-être cherché des explications qui poussaient à dire ça sert à rien de se confiner. D'une part, c'est trop tard. Et enfin, à quoi ça sert que... donc, je suis chercheur, je peux travailler à la maison, mais on tournait, en fait. C'est-à-dire, à chaque moment, il faut qu'il y ait un tiers des gens qui soient au laboratoire. Et ça, dans tous les postes de travail télétravaillables, c'est ce qui se faisait. Donc, c'est cool. Au final, on va tous se voir. Dans une semaine, on va tous se voir. Juste, le virus, pour faire tout le tour du labo, tout le tour de l'équipe, dans quel que soit le travail, au lieu de le faire en un jour, il va avoir besoin de 2, 3, 4, 5 jours. Ça ne va pas changer grand-chose à la dynamique épidémique. Là, évidemment, je n'ai pas les modèles pour montrer ça, mais disons que le bon sens
ne disait pas que le confinement devait forcément marcher. Ma critique pendant 6 mois, ça a été nourrie par cette réactance, cette envie de refuser ça, cet esprit de contradiction. Hein. Ça a été, il n'y a rien qui montre que ça va forcément marcher. Et on nous bassinait sur le fait, si ça marche forcément. Si tu sors moins, si tu vois moins de gens, forcément tu vas moins transmettre le virus. Si tout le monde se comporte comme s'il était malade et porteur, ça va moins transmettre le virus. Moi, je disais non, pas forcément. Et après, il y a des articles qui sont sortis. Alors, j'en ai un en juin. Alors, vraiment, je me suis excité dessus comme un fou. Il est sorti dans Science, pas le pire journal qui existe. L'un des auteurs, c'est Simon Kochmez, qui est membre du conseil scientifique, qui a été postdoc chez Neil Ferguson en Grande-Bretagne. Neil Ferguson, c'était la personne qui a convaincu Boris Johnson de confiner et qui, en fait, a semé la panique dans le monde entier avec un rapport qui est sorti, je n'ai pas la date exacte, mais qui a prédit, les chiffres, c'était 2 millions de morts aux États-Unis, je crois. C'était colossal. Ouais. Et lui, d'ailleurs, pour l'anecdote, lui qui avait été rattrapé par la patrouille alors qu'il allait visiter sa maîtresse ou quelque chose comme ça, en rompant le respect du confinement. En Grande-Bretagne, il y avait eu cette histoire-là aussi, avec Neil Ferguson. En fait, c'est elle qui est venue chez lui. Mais... Oui, voilà, absolument. Mais, ouais, enfin, moi, je suis toujours un peu paranoïaque. Je suppose qu'en fait, on a peut-être voulu se débarrasser de lui. C'est possible aussi, effectivement. Effectivement. En utilisant ça. Parce qu'après, la Grande-Bretagne a suivi une stratégie qui me semblait un peu moins extrémiste. Et donc cet article, co-signé par Simon Kochmez, démontrait que le confinement avait permis de réduire la transmission de 80%. Et moi, je suis tombé sur un site qui disait « Mais si, il y a plein de preuves », il citait plein d'articles, dont celui-là, et je suis « Ah ouais, quand même, là, j'étais un peu embêté. Hein. » Et puis, j'ai d'aller voir. Si je ne suis pas d'accord, je suis obligé d'aller voir les arguments. Et là, 80%, je me disais, enfin, déjà d'entrée, je me dis, c'est quand même beaucoup, quoi. Et j'ai regardé comment il a fait. Et en fait, c'est juste à se frapper la tête contre les murs, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un modèle mathématique qui dit en fonction du nombre de gens qui sont malades à un temps donné, du temps qu'il faut pour développer la maladie, pour aller à l'hôpital, puis après pour être admis en soins intensifs, puis pour mourir, le nombre de contaminations par personne moyen, ça va prédire en fait la dynamique de toutes ces statistiques-là et il prenait en compte la saturation des soins intensifs. Donc ce sujet-là ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont modélisé l'effet du confinement sur tout ça. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la probabilité de contamination d'une personne, enfin, qu'a une personne malade de contaminer d'autres personnes, dans leur modèle, suit une matrice de contact. Ils ont pris des travaux sociaux, de sciences sociales, où en fait, en fonction de la classe d'âge, quel est le nombre moyen de personnes qu'on contacte par jour, tout ça. Et évidemment, du coup, c'est assez fin et basé sur des études précédentes d'il y a quelques années. Mais par contre, évidemment, ils n'ont pas l'équivalent pendant le confinement. Et donc, ils ont dit, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on normalise les matrices, en gros. Juste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer tous les taux de transmission pendant le confinement d'un paramètre qui s'appelle bêta. Et on va estimer ce bêta à partir des données. Et dans leurs données, ils avaient, je ne sais plus combien, quelques jours avant le confinement, où ils avaient les données, hein, parce qu'on n'a pas commencé à mesurer les données tout de suite. Et après, toute la période du confinement, jusqu'à la fin du confinement, et à la fin du confinement, ils arrêtent le modèle. Et évidemment, ce qu'on voit dans la dynamique épidémique, c'est que ça monte donc au début. Donc forcément, pendant la phase de croissance de l'épidémie, il y a énormément de contamination. Hein, sinon, ça ne montrait pas. Et quand on arrive au pic, ben, le pic, c'est le moment où chaque personne contaminée contamine moins d'une personne. Ce fameux R passe en dessous de 1. En fait, même en fonction de la courbe que tu prends, il passe en dessous de 1 avant. Parce que il y a une inertie statistique en fonction du terme. Évidemment, si tu prends les gens malades, ça intervient une semaine après, au moins.
Et après, tu as toute la période où le confinement a été maintenu, donc c'était 2 mois quasiment, je crois, où l'épidémie est redescendue, où il n'y avait plus rien, quoi. Et donc, mathématiquement, forcément, tu as moins de contamination pendant le confinement. Parce que le confinement a été mis en place au moment où c'était en train de monter. Du coup, tu es forcé d'avoir un effet significatif très fort du confinement. Mais ça ne prouve pas que cet effet est causé par le confinement. C'est comme quand on dit la corrélation n'implique pas la causation. C'est-à-dire l'épidémie est redescendue pendant le confinement, oui, parce qu'on a mis le confinement pendant que l'épidémie montait. Et après, on l'a enlevé une fois qu'elle a été bien descendue. Mais leur modèle n'a pas pris en compte ce qui s'est passé après la levée du confinement, parce que ce n'est pas remonté tout de suite. Et si tu avais fait ça, tu verrais une période où il n'y a plus de confinement, mais où l'épidémie ne remonte pas, parce qu'elle n'est pas contrôlée par ça. Et en plus, je voudrais ajouter un point, c'est que dans cet article, il prédisait qu'à la levée du confinement, on allait avoir une deuxième vague. Et je me rappelle qu'on nous parlait tout de suite, déconfinement, soyez prudents, il faut maintenir les distances, blablabla, il faut tester, on commençait à tester, donc forcément on trouvait des cas. Et en fait, avec tous ces tests, on a trouvé beaucoup de cas pendant tout l'été. Donc on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de cas, mais en fait, parce qu'on testait, juste. Mais en fait, il n'y avait personne à l'hôpital. Et toutes les stats étaient sur tous les sites internet, elles sont publiques, on peut regarder, ça a commencé à remonter. Le pourcentage de tests positifs a commencé à augmenter en août. Donc ça fait juin, juillet, août, hein, ça fait quasiment 3 mois après. Et après, les gens sont arrivés à l'hôpital en septembre. Donc cette prédiction de remontée, elle ne s'est pas réalisée. Et justement, sur cet aspect-là, et pour continuer vraiment à questionner, à regarder dans le rétroviseur tout ce qu'on a pu observer, et notamment sur le traitement des différentes personnes qui sont intervenues pendant la crise, j'ai eu cette impression, et c'est là où ton retour et ton œil vont être vraiment très intéressants. On a quelque part couronné l'hypothétique, c'est-à-dire qu'on a vu se succéder sur les plateaux des personnalités comme Antoine Flahault, Catherine Hill, Dominique Ostagliola, de nombreux épidémiologistes qui arrivaient avec des prédictions, parfois même avec des tableaux, sans abscisse, sans ordonnée. Je veux dire, ça devenait absurde, qui nous disaient attention, si on ne fait pas ça, il va se passer ça. Alors forcément, en tant que citoyen non renseigné, on se disait, bon, bah, ces gens-là sont des gens sérieux, ils doivent avoir raison. Et puis on les a vus se succéder pendant 2 ans, jusqu'à l'absurde, ou presque, et c'était Catherine Hill, il y a encore 2-3 mois, sur BFM TV, qui venait avec ses petits tableaux à la con, et excusez-moi l'expression, mais qui venait avec ses petits tableaux, et qui nous disait, non, mais là vraiment, les gens peuvent mourir. Il y avait presque, en tout cas je l'interprétais comme ça, et on en avait parlé sur Juste Milieu, presque une forme de jouissance à faire peur aux gens. Et de l'autre côté, alors je vais réactiver le fameux débat, mais si on fait un retour sur la crise, on est obligé d'en parler. De l'autre côté, on avait une personnalité comme le professeur Raoult, mais on pourrait aussi parler de Toussaint, Perron, Orion Claude, tous ces médecins, tous ces scientifiques qui ont pour le coup été complètement mis de côté, où on a expliqué que presque ils avaient eu leur diplôme dans des killers surprises. On a le professeur Raoult qui se contentait d'observation en disant l'hydroxychloroquine, ça fait des dizaines d'années qu'on l'utilise, voilà, on peut s'en servir en l'état, dans une logique de médecine de guerre. Voilà, je ne refais pas tout le débat. Donc, des deux côtés, on voit qu'il y a eu un choix qui a été fait dans les personnalités qu'on a fait intervenir. On a préféré l'hypothétique à l'observationnel, quitte à décrédibiliser une personnalité comme le professeur Raoult, qui en 6 mois est passé de sommité dans son domaine à banane absolue, qui aurait eu ses diplômes, on ne sait pas comment. Comment ça, tu l'interprètes, ce recul qu'on peut faire aujourd'hui et ce regard qu'on peut faire sur le traitement médiatique? Une chose que j'ai souvent dit, c'est quand on nous disait écoutez la science, écoutez les scientifiques, c'est que les citoyens n'ont pas forcément accès à la science aux scientifiques, à moins de lire les articles scientifiques, d'aller aux conférences. Ils ont accès aux scientifiques qui sont invités et à ce que disent les journalistes scientifiques. Il y a effectivement eu ce biais-là qui était assez fort et qui a consisté à éliminer, alors peut-être de bonne foi, en fait, tous les gens qui pouvaient casser l'effort de guerre. Emmanuel Macron l'a dit, et nous sommes en guerre, il faut qu'on fasse bloc, et je pense que c'est le réflexe qu'il voulait inciter, c'est que les gens fassent bloc et partent d'un même mouvement. Alors peut-être qu'ils étaient sincères et qu'ils pensaient qu'en se confinant, en portant les masques, on allait faire quelque chose. Au début, c'est possible, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des gens. Et du coup, les personnes comme le professeur Raoult disait
de toute façon, mon médicament marche et je ne sais pas s'il a beaucoup parlé sur le confinement, en fait. Hein. Je n'ai pas trop suivi au début. J'ai entendu ce qu'il a dit sur la vaccination, ce qui me semble d'ailleurs très sensé. Mais sur le confinement, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il cassait un petit peu il cassait le délire. Donc, il cassait le discours. Il perçait un peu la bulle en disant non, mais c'est pas si grave que ça. Si on a moins de 60 ans, c'est pas grave du tout. Et en fait, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont moins de 60 ans devraient pas trop se préoccuper du Covid. Et ça arrangeait pas, parce qu'ils vont pas rester chez eux, ils vont pas porter les masques, même. Bon, le problème, c'est qu'il a raison. Si on regarde les statistiques, il n'y a aucune discussion. Ça, je l'ai noté aussi. J'ai noté, c'était au 21 février 2022. Il y avait... non, pardon. En 2020, il y a eu 7000 morts de moins de 70 ans et 37 600 morts de plus de 70 ans. Voilà, c'est pas beaucoup mieux en 2021, c'est 9400 de moins de 70 ans et 42 000 de plus de 70 ans. Et après, je pourrais encore discuter de ça parce que c'est ce qui est compté comme mort officielle par Santé publique France, de mort du Covid. Et je soupçonne qu'il y a des gens qui sont pas morts du Covid, qui sont comptés dedans, pas forcément beaucoup, mais que par contre, plus parmi les jeunes. Donc ça atténue un peu cette limite. De toute façon, c'est clair pour tout le monde que le Covid tue majoritairement les personnes âgées. La grippe aussi, hein. La grippe aussi, mais les accidents de la route, pas du tout, par exemple. Et l'hydroxychloroquine, je pense que c'est un peu la même idée. En fait, je me suis amusé à regarder pour l'hydroxychloroquine et l'ivermectine la littérature. Et en fait, pour l'hydroxychloroquine, il y a quand même des articles qui montrent que c'est susceptible de fonctionner. Alors, le truc, c'est que ça marche surtout, je parle des articles scientifiques, quand ils ont testé l'efficacité de l'hydroxychloroquine, ça marchait dans le contexte où, par exemple, Raoult l'applique, c'est-à-dire en consultation extérieure. Raoult, il travaille sur des gens qui sont hospitalisés 2 jours. Mais bon, je suis désolé, hospitaliser 2 jours, c'est pas une hospitalisation. Hein, t'as pas besoin de mettre la personne sous monitoring, tu la laisses rentrer chez elle, elle n'est pas si gravement atteinte. Donc, ce qui veut dire très tôt. Et c'est un truc sur lequel il insiste, hein, c'est de donner, dès le premier test positif, son médicament. En fait, ça aurait un effet préventif. Ça marche aussi en prophylaxie. Et pour empêcher, en fait, le développement du SRAS, c'est-à-dire de l'infection, l'inflammation consécutive à l'infection, c'est elle qui est dangereuse, en fait. C'est cette inflammation. Et par contre, quand on donne l'hydroxychloroquine à l'hôpital, et en particulier à des personnes qui sont déjà en réanimation, ça a l'air catastrophique ou mauvais. Et l'ivermectine, là, j'ai regardé les articles, et en fait, une grande majorité qui donne un effet favorable. Alors le problème, c'est que si les gens, tu leur dis, il y a un médicament qui marche, ils vont pas comprendre la différence entre qui marche et un peu et qui soigne. C'est-à-dire, si tu as une personne qui a le Covid de 80 ans, tu lui donnes l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine, à la limite, tu lui donnes des chances en plus. Et apparemment, les gens qui contrôlent, en fait, je sais pas si les gens du gouvernement, aux médias, ou je ne vais pas tomber dans le complotisme, mais je pense que c'est des gens de bonne foi, ils pensent que la population n'est pas capable de comprendre qu'un médicament peut avoir un effet relatif. Et ils se disent, si les gens pensent qu'il y a un médicament, les gens ne vont plus nous écouter du tout. Ils ne vont pas se vacciner parce qu'ils pensent qu'il y a un médicament qui les sauve et que ça ne sert à rien du coup. Et en fait, ils sont trop dans l'absolu, en fait. Il n'y a pas de nuance. Parce qu'il n'y a pas de raison, par exemple, d'opposer l'ivermectine à la vaccination. Une fois que la personne s'est fait vacciner ou pas, une fois qu'elle est gravement malade, si on a un médicament, il faut l'utiliser. Mais ce qui est terrible dans ce contexte-là, et effectivement, pour rebondir sur ton argument, d'aller dans le sens où, voilà, effectivement, si on ouvre la porte en disant aux gens, il y a un médicament qui marche, ils vont peut-être relâcher l'effort, ça a été le cas pour l'hydroxychloroquine, mais on a quand même vu un monde scientifique qui s'est, d'une certaine manière, suicidé avec le fameux Lancet Gate,
où pour aller dans ce sens, pour pousser toujours plus loin le refus de dire aux gens, non mais c'est bon, tout va bien, on a un médicament, on a un monde scientifique qui est passé complètement au travers d'une étude entièrement bidonnée, publiée dans l'un des plus grands journaux scientifiques du monde, et une étude bidonnée qui a pourtant entraîné la décision d'Olivier Véran de retirer l'hydroxychloroquine des essais, même jusqu'au niveau de l'Union européenne. C'est quand même incroyable, ça, cette affaire-là, mine de rien. Alors, on n'en parlera peut-être pas pendant 50 ans, mais c'est passé à une vitesse incroyable sous le tapis. Mais c'est quand même c'est sidérant ce à quoi on a assisté. Je pense qu'il y a, oui, il y a eu très probablement un binônage là, et peut-être pas forcément de toute l'équipe auteur de l'article, parce qu'il me semble bien qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, et que notamment la personne qui était responsable de cette fameuse base de données qui n'existait juste pas, insistait pour que l'article ne soit pas retiré, alors que les autres co-auteurs ont, je ne sais pas si officiellement ils ont fait la demande eux-mêmes, mais en tout cas étaient d'accord. Bon, je vais pas. Il y en a eu d'autres, des articles bidonnés, malheureusement, dans la science, avec la pression qu'on a à publier. À des fois, ça consiste juste à se passer de contrôle qu'on devrait faire. Là, il y a des chances qu'il y ait une arrière-pensée pour, alors peut-être de bonne foi, mais pour gonfler les choses. Mais c'est sûr qu'au niveau académique, t'avais pas forcément très envie d'aller contre le sens du vent. Je pense que les grands journaux, ils ont leurs propres intérêts. C'est pas forcément un avantage pour eux de publier. Je pense qu'ils ont aussi revué cet article avec peut-être plus de bienveillance qu'ils auraient dû. Le journal Lancet. Mais je pense que le gros du problème, il est au niveau médiatique. Alors, en tant que scientifique, je défends les scientifiques, mais je pense que pour le coup, jeter l'hydroxychloroquine aux orties au niveau institutionnel, à partir de ça, c'est irresponsable, et aussi la rejeter complètement, ça me semble discutable. Mais après, ce que disait par exemple le docteur Marty, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études, en particulier au niveau hospitalier, qui montrent que l'effet n'est pas fabuleux. Donc là, c'est clair qu'il ne faut pas le donner dans ce cas-là. Mm-hmm. Mais ça ne concerne pas le docteur Marty, qui est un généraliste, qui lui la donnera à des gens. Et après, tu as cette phase de diabolisation, parce que on diabolise, on caricature l'adversaire pour le décrédibiliser, de ces molécules en disant qu'elles vont causer des effets secondaires très graves. Enfin, tu tapes hydroxychloroquine sur Facebook, ça t'apparaît, certains médicaments sont dangereux. En fait, pas tellement. C'est quand même une molécule qui est donnée depuis très longtemps. Et la raison pour laquelle les Chinois puis Raoult ont travaillé sur l'hydroxychloroquine et pas la chloroquine, donc on savait depuis, je pense, 10 ou 15 ans qu'elle avait un effet contre les coronavirus. C'est quelque chose qu'on sait. On sait comment ça marche. En fait, elle interfère avec la liaison du récepteur de la protéine spike. Donc, c'est pas, ça vient pas de nulle part, quoi. Et on sait in vitro que ça marche. Et pourquoi on le savait pour la chloroquine, mais le problème de la chloroquine, c'est qu'elle a un effet toxique, comme le remdesivir. Et l'hydroxychloroquine a été choisie justement par ses moindres effets secondaires. Alors, il y a des effets secondaires, mais ils sont parfaitement connus. Ils savent quoi mesurer chez la personne au niveau cardiaque. Je me suis tapé une centaine d'articles. J'ai vu à chaque fois, ils monitoraient l'électrocardiogramme des personnes à qui ils la donnaient pour arrêter le traitement s'ils voyaient qu'il y avait des effets secondaires. Et l'ivermectine, c'est encore pire. L'ivermectine, c'est une molécule du calibre de l'aspirine, sauf qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Et tu as vu aux États-Unis, on nous disait les gens prennent des médicaments pour chevaux. Oui, mais ils prennent des médicaments pour des bêtes qui font 1 tonne, peut-être pas, 700 kilos. Ils survivent quand même. Et en fait, c'est une molécule qui est donnée dans tout le tiers-monde, et même plus que le tiers-monde, toutes les régions où il y a beaucoup d'infections parasitaires, tous les pays du Sud, qui est donnée sans problème, quoi. C'est une molécule qui a très peu d'effets secondaires. Et là, on nous sort des histoires de personnes qui ont été malades parce qu'ils ont pris un médicament qu'ils ont pris. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès aux formulations pour humains. Il est là le problème.
Et là, je te parle de la communication des autorités sanitaires américaines. Une fois, c'est ce que je commençais à te dire tout à l'heure, c'est une fois que les gens sont malades, pourquoi leur interdire de prendre un médicament? Et l'objectif, clairement, c'est d'empêcher les gens de croire qu'il y a une alternative au vaccin. Alors, c'est peut-être que le bilan est bon au final. Les gens sont convaincus. Parce que le vaccin, pour les personnes âgées, je pense sincèrement qu'il est plus efficace. Qu'il est efficace. Dans une certaine mesure. Peut-être plus que l'ivermectine. Mais du coup, si les gens ne se vaccinent pas du tout, je pense que c'est pas très bon. C'est dommage. Mais par contre, qu'ils soient vaccinés ou pas, une fois qu'ils sont malades, ne pas leur donner de l'ivermectine, bah, c'est criminel. C'est cynique. Parce que ça a un effet, ou comme on disait, au moins si ça n'a pas d'effet, c'est Laurent Geoffrin qui disait ça, il a dit ça à CNews, il a dit, au moins, si ça n'a pas d'effet, ça ne fait pas de mal. Il disait ça par rapport au vaccin. Alors, pour le vaccin, ça peut se discuter éventuellement. Pour l'ivermectine, ça fait quand même pas mal d'années qu'on le connaît. Son surnom dans le domaine médical, c'est la molécule miracle. On sait que ça ne fera pas de mal. Donc, c'est assez fou. Et effectivement, là, tu nous offres une transition parfaite avec, bien sûr, si on continue à avancer dans la frise chronologique de ce qu'on vient de vivre, on arrive à la mise en place du vaccin et tu nous as déjà donné quelques éléments. Cette fameuse question de la politique vaccinale. Alors, on est passé un peu par tous les États, si on résume rapidement, mais on avait suivi ça sur Juste Milieu. Au début, ça devait être le Graal, ça devait plutôt la panacée, ça devait nous sauver de tout, de la transmission, de la contamination, des formes graves. Bon, finalement, pas trop la transmission, finalement, pas trop la contamination, finalement, moyennasse les formes graves. Enfin, tout a été dit ou presque, même si, d'après le gouvernement, on peut débattre de tout, sauf des chiffres. Et bien, justement, débattons-en au moins des chiffres, parce que voilà, cette question de la politique vaccinale, encore heureux, il est encore un petit peu possible de la discuter, d'en parler. Est-ce qu'on a été face à une politique excessive, et notamment au sujet de cette fameuse balance bénéfice-risque avec laquelle on nous balance, sans mauvais jeu de mots, depuis la sortie du vaccin? Voilà. Que peut-on dire de cette politique vaccinale? Est-ce qu'on a été sur la bonne voie ou est-ce qu'on s'est quand même globalement planté? Globalement planté, je pense que ça a été excessif. Là, je pense que tu as dit le bon mot et je pense que c'est... Là, je vais généraliser sur toute la politique du Covid. On a été excessif d'un bout à l'autre. Par exemple, je reviens encore sur le confinement. On a un conseil qu'on donne classiquement en pandémie de grippe, c'est éviter d'être trop en contact avec les personnes âgées, les personnes vulnérables. Si vous êtes malade, dans les pays asiatiques, ça se fait de porter un masque. Ça peut être logique, ou si vous êtes face à une personne très vulnérable. Et en fait, là, ça a été, il faut que tout le monde reste à la maison, que tout le monde se comporte comme s'ils étaient malades. Le vaccin, tous les vaccins, pour autant que je sache, on les donne aux personnes chez qui il y a un bénéfice. Et là, on ne se pose même pas la question de s'il y a un bénéfice-risque, c'est-à-dire pour toutes les personnes, tout le monde doit se faire vacciner. Et c'était un niveau tout à fait incorrect d'un point de vue médical, que normalement, la décision est prise par un médecin de se faire vacciner. Là, je n'ai pas l'impression que c'était le cas. Il faudrait demander aux gens qui y sont allés, est-ce qu'ils ont vu un médecin, pour leur demander s'il y avait des risques secondaires, si c'était important pour eux, est-ce qu'ils ont une condition particulière. Là, non, par défaut, c'est utile pour tout le monde. Alors, la phrase que tu as citée, là, on peut discuter de tout sauf des chiffres, là, ça me parce que c'était dans un spot télé où il y a notamment une personne qui dit « Mais moi, je suis jeune, est-ce que c'est utile pour moi de me faire vacciner ?» Et la réponse, c'était « Ah, mais si ça concerne tout le monde, voilà, ça c'est l'affirmation. Quels sont les chiffres pour soutenir cette affirmation? Ça a été à l'hôpital, les gens qui sont très malades sont majoritairement non vaccinés. Voilà, après, ils étaient plus majoritairement, ils étaient surreprésentés. Mais est-ce que ça prouve qu'une personne jeune a intérêt à se faire vacciner? Mais alors, pas du tout, quoi. Parce qu'il n'y a pas de question d'âge. En fait, les personnes qui sont hospitalisées pour le Covid sont majoritairement âgées.
Et tu as un biais chez les personnes qui sont sous réanimation parce que les personnes très âgées ne peuvent pas supporter la réanimation, tout simplement. Et donc là, on n'est pas parti sur une stratégie, et je pense que c'est contre-productif. De la même manière qu'on dit aux personnes, comportez-vous comme si vous étiez malade, même si vous ne l'êtes pas, le jour où ils sont malades, ben, ils ne savent pas quoi faire de plus. De la même manière qu'on dit, si vous avez le Covid, alors ça c'est criminel, hein, restez chez vous, prenez du paracétamol, les gens ils sont là à attendre de développer un SRAS, c'est-à-dire se retrouver à étouffer au bout d'une semaine avec le téléphone déjà prêt à taper 15. Je pense que ça n'a pas forcément aidé beaucoup de gens. Bon, je sais que comme tout le monde, hein, chaque rhume qu'on a eu, on s'est posé la question. Je me disais, si moi j'ai un test positif, que je dois attendre une semaine pour savoir si je vais développer un SRAS, ben je ferai un peu d'huile, quoi. Et je pense que ça aide pas la personne à aller mieux. Tandis que si on voit un médecin, le médecin est là pour faire en sorte que ça aille mieux. Pas forcément en donnant médicaments, pas forcément uniquement en traitant, mais aussi en discutant avec la personne. Et là, ça a été quelque chose qui a été coupé. Et là, je rejoins le professeur Raoult le dit régulièrement, mais rappelle-toi, le docteur Jérôme Marty l'a aussi dit. Il est entièrement d'accord avec ça. Cette politique était très mauvaise. Et pour les vaccins, on part de manière indiscriminée, alors que j'ai parlé des chiffres par rapport à l'âge. C'est sûr que les personnes... Alors pour moi, c'est indiscutable. En dessous de 20 ans, j'ai vraiment retourné les chiffres dans tous les sens. J'ai même pas l'impression... Enfin, c'est insignifiant. C'est vraiment insignifiant. On est de l'ordre de 1 mort par million. Et en personnes gravement malades, c'est pas beaucoup plus, quoi. Alors que si tu veux comparer, j'avais regardé, je crois que j'ai oublié les chiffres, mais on est plus la mortalité infantile à quelque chose de l'ordre de 1 pour 1000. Mais justement, sur ce point-là, sur la question de la vaccination des plus jeunes et des enfants, que penses-tu de l'argument qui a été beaucoup avancé, qui était de dire oui, la maladie ne les concerne pas ou très peu. Effectivement, le risque de mortalité pour les enfants et les adolescents et les jeunes adultes est extrêmement faible, mais ils se vaccinent pour protéger la collectivité. Est-ce que ça, c'est sérieux sur le plan scientifique ou ça a été un élément de propagande, et là encore, je pèse mes mots, supplémentaires? Pour certains vaccins, ça peut être le cas, mais pour empêcher complètement une épidémie, alors c'est quelque chose qui n'a pas été bien intégré par les gens. On leur a donné des leçons de courbe exponentielle, oh là là, la science c'est compliqué, il y a des choses compliquées, mais nous on sait. Mais on n'a pas expliqué aux gens qu'une épidémie, c'est quelque chose qui est fondamentalement exponentiel, et c'est-à-dire quelque chose qui est quasiment incontrôlable. C'est-à-dire, on est au point, les premiers chiffres pour la couverture minimale vaccinale ou immunitaire pour empêcher l'émergence d'une épidémie, c'est-à-dire le déclenchement du processus qui va conduire à l'explosion de cas, qui va faire que ça va devenir visible et problématique au niveau de santé publique, c'était 60% pour le Covid. Et ça, je pense, c'était basé sur le taux de transmission, tout simplement. Alors, ce pourcentage pour la rougeole, par exemple, qui est extrêmement contagieux, c'est plus de 90%. Et là, c'est un vaccin obligatoire, il y a toujours des épidémies qui apparaissent, parce que c'est tellement contagieux que les rares personnes non vaccinées transmettent. Et après, ce taux de 60% qui était annoncé jusqu'à début 2021, il est passé subitement, après une étude de l'Institut Pasteur, où travaille Simon Rochemez, soit dit en passant, mais c'était probablement pas son équipe, quoique si, peut-être, je sais pas, est passé à 90%. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et un peu après, il y a le variant Delta qui est arrivé, on nous a dit « Ah, le variant Delta est plus contagieux », donc c'est pour ça, mais ça a été annoncé avant, et puis, bon, il était plus contagieux, mais ce n'est pas Omicron non plus. Et en fait, je pense qu'il y a des facteurs qui ont été pris en compte, dont les décideurs avaient conscience, et qu'ils n'ont pas dit pour ne pas détourner les gens de la vaccination, et qui sont que déjà le Covid n'est pas une maladie immunisante. C'est quelque chose que Raoult a dit dans certaines de ses vidéos, c'est-à-dire que quand on l'attrape, on peut le réattraper au bout d'un certain temps. On ne garde pas les anticorps très longtemps. J'ai parlé de la rougeole. Si tu attrapes la rougeole, ou si tu te fais vacciner, tu es tranquille pour toute ta vie. Ce n'est pas du tout le cas pour toutes les maladies. La grippe, ce n'est pas le cas. Si on se fait vacciner tous les ans, c'est en partie parce que ce n'est pas les mêmes souches qui reviennent toute l'année, c'est en partie parce que la maladie mute, enfin le virus mute, mais c'est aussi parce qu'on perd nos anticorps rapidement. Et en fait, c'est la même chose pour le Covid. Et j'ai retrouvé un article, je vais voir la référence quelque part,
qui doit dater de 2005, 2006 ou 2007, sur le premier SRAS, donc le SRAS de 2003. Ils ont pris des gens qui l'avaient attrapé, ils ont regardé s'ils avaient toujours des anticorps, avec des tests sérologiques. Et en fait, au bout de 2 ans, non. Plus de la moitié des personnes n'avaient plus du tout d'anticorps. Et au bout de moins d'1 an, le signal d'intensité, parce que c'est un test basé sur un test ELISA qui donne un signal lumineux, avait déjà baissé de manière significative. C'est-à-dire que les gens perdent leurs anticorps de ces maladies. C'est le cas de la grippe, c'est le cas du premier SRAS, j'imagine, c'est le cas de toutes ces maladies respiratoires. Et il doit y avoir une raison adaptative pour notre système immunitaire, parce que garder des anticorps toute la vie, c'est coûteux. C'est-à-dire on produit toute notre vie des anticorps contre une maladie au cas où elle revient. C'est peut-être pas la peine pour des maladies, sans doute parce qu'elles mutent beaucoup en fait. Du coup, il n'y a pas d'intérêt adaptatif pour nous de garder les anticorps et on arrête de les produire. Ce qui fait que tu vaccines une personne, au bout de quelques mois, elle sera plus immunisée. Il y a un deuxième facteur qui est l'immunité mucosale. C'est-à-dire il y a plusieurs filières d'immunité, on a plusieurs types d'anticorps, et il y en a un type qui est produit spécifiquement par nos muqueuses. Donc nos muqueuses, toute notre bouche, notre nez, notre gorge. C'est-à-dire que c'est l'immunité de type A. Si tu te fais vacciner avec un vaccin intramusculaire, tu ne produiras pas d'anticorps dans ta muqueuse. Ce qui fait que le virus peut contaminer tes cellules de la muqueuse, mais pas plus loin. Et en fait, ça correspond à ce qu'il disait. Moi, je ne savais pas ça avant milieu 2021. J'ai découvert. Et j'entendais dans la presse, on me disait, même si vous êtes vacciné, continuez de respecter les mesures barrières, parce que vous pouvez être porteur du virus. Alors, je n'ai pas des grosses bases en virologie, mais porter un virus sans être infecté, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que le virus, en biologie, il y a même des personnes qui disent que ce n'est pas une forme de vie, c'est juste un bout d'ADN et ici même d'ARN qui est transmis de cellule à cellule. C'est nous qui le reproduisons. Il ne fait rien de lui-même, quoi. Il fait juste que nous infecter. Et c'est-à-dire, on ne peut pas porter à la surface de notre corps un virus. Pas longtemps, il survit très mal. Et certainement pas à des quantités qui vont nous permettre d'infecter une autre personne. Et ça, c'est la virologie de base. Ce qu'on t'a jamais dit, quoi. On t'a fait nettoyer tes sacs de courses, mais on ne t'a pas dit très peu que le virus était le virion, la particule viriale, était très fragile. Et en fait, tu n'as même pas à t'en préoccuper. La plupart des infections, c'est directement de personne à personne. Ça a toujours été comme ça pour ce genre de maladie. Et là, du coup, je me disais, la personne vaccinée peut porter le virus. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'elle est infectée. Et moi, je pensais sincèrement que le vaccin marchait très bien, mais qu'on disait ça pour faire en sorte que tout le monde continue de respecter les gestes barrières, parce que si les non-vaccinés commencent à ne plus les respecter, et que les non-vaccinés, ça va être compliqué, surtout que c'est traité de manière policière, quoi, de manière administrative. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est un problème de santé publique, on le traite par des lois. Avec les policiers qui appliquent la santé publique dans la rue. Mais c'était même pas ça, en fait. C'était que les gens vaccinés pouvaient avoir une infection superficielle, alors qui effectivement dérive moins souvent en forme grave, mais qui font qu'ils peuvent être contaminants quand même. Et ils le savaient, mais ils ne l'ont pas dit pour ne pas semer le trouble dans l'esprit des gens. Et ça, c'est quelque chose que je récuse. Alors, pour revenir à la question, toutes ces choses-là font que la vaccination, et en plus, c'est pas du 100%, même avec tout ça, c'est pas forcément du 100% de protection. Donc ça fait que la personne qui est vaccinée, elle va pas garder des anticorps très longtemps. Là, ça se compte en mois, en fonction de l'état de la personne, de son état de forme, de son âge. Et en plus, elle peut transmettre via ses muqueuses, moins, on est d'accord, mais quand même un peu. Et on est sur un processus fondamentalement exponentiel, qui font une personne peut contaminer entre 2 et 10 ou 40 personnes. Donc, à mon avis, c'était sans espoir. Et en fait, il y a très peu de vaccins que l'on donne aux gens pour protéger autre chose qu'eux-mêmes. Il y a peut-être le vaccin contre le papillovirus. Vacciner les garçons pour éviter qu'ils transmettent le virus aux femmes et risquent de leur causer un cancer de l'utérus. Mais c'est rare. Ou alors,
Ou alors, il faut arriver à du 95% de couverture vaccinale. Mais ça, avec le Covid, une fois que tu as vacciné 95% de la population, bah, tu peux déjà recommencer. Parce qu'ils ont perdu leurs anticorps. Oui, d'où sur un aspect plus économique, d'où effectivement les doses à répétition, et on comprend mieux avec les éléments que tu nous donnes là. Et pour aller vers une autre question, pareil, pour bien comprendre, parce que ce sont souvent des questions voilà, dont on entend parler dans les médias, mais on n'a jamais de réponse de fond sur ce passage du variant Delta au variant Omicron. On entendait certains spécialistes, certains experts, en tout cas certaines personnes sur les plateaux, qui expliquaient que les variants devenaient évoluer les uns après les autres et qu'on avait généralement des formes de moins en moins graves. Alors là, je le dis avec mes mots et forcément, j'imagine que je dis des bêtises, mais toi, quel est ton avis sur cette question-là? Est-ce qu'on va réussir à vivre avec ce fameux virus et sa gravité va s'estomper, ou est-ce que finalement, on reste sur une certaine roulette russe et on ne sait pas trop ce que ça va devenir? Comment ça peut évoluer comme dans la nature de manière générale? C'est difficile de faire des prédictions, mais on peut se baser sur ce qui s'est passé dans le passé, essayer de comprendre comment. Et en fait, ces lignages de grippe, apparemment, on a pu les analyser et ils se sont maintenus jusqu'à dans les années 50, c'est-à-dire les mêmes souches, les mêmes lignages étaient toujours là, causaient des maladies hivernales jusque dans les années 50. Par contre, c'était pas de l'ordre de 20 millions de morts par an dans le monde. Parce que c'était jusqu'à 50 millions de morts en 2 ans, hein, la grippe espagnole. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien eu cette perte de létalité qu'on a observée en l'espace de 2 ans. Et si on regarde les autres pandémies de grippe, la grippe celle de 58-59 ou de 68-69, il y en a eu quelques autres. À chaque fois, c'est pareil, c'est 2 ans, et puis ça disparaît. Mais est-ce que les virus disparaissent ou évoluent sont remplacés par d'autres, je ne sais pas exactement là. Mais il y a toujours cette durée de 2 ans pour des maladies, en fait. Bon, à un moment donné, c'était un blasphème de comparer le coronavirus à la grippe, mais bon, la transmission est semblable, c'est la même famille de maladies, quoi. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas le même virus. Et alors, pourquoi on ne sait pas d'où sont apparues toutes ces autres maladies. Pour le coronavirus, bon, certains pensent que ça vient d'un laboratoire. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Parce que au départ, je n'y croyais pas trop, mais ils ont trouvé une séquence qui est identique à une séquence humaine dans le génome du coronavirus et qui s'avère être potentiellement utilisée dans des méthodes de biologie moléculaire. Donc, c'est pas complètement impossible, on va dire, mais bon, c'est pas non plus passionnant comme sujet, parce que si ça vient d'un laboratoire, ça vient du laboratoire, ils n'ont pas synthétisé ils ont pris des virus sauvages. Donc c'est un virus qui est proche de virus de bactéries. Donc moi, d'un point de vue adaptatif d'interaction hôte pathogène, ce que je vois, c'est qu'un virus a été transféré de l'animal à l'homme et chez l'homme a causé une maladie en arrivant à se reproduire, à se transmettre d'homme à homme. Parce que quand la maladie vient, c'est un flux unidirectionnel, tu as un pathogène qui est adapté à un autre hôte et qui arrive sur l'homme de manière continue, et par contre, ça va tout changer quand il va se transmettre d'homme à homme. Parce que là, celui qui se transmet mieux d'homme à homme, d'humain à humain, on est bien d'accord, va être avantagé. Tu n'as pas ça quand c'est une vraie maladie venant de épizoonose, hein. Je crois que c'est le bon terme, qui vient de l'animal. Et ce qu'on observe assez souvent, alors moi je l'ai vu sur des maladies des plantes, hein, c'est quand tu as une maladie qui fait un saut d'hôte, qui change d'hôte, elle est souvent, elle donne des résultats catastrophiques. Et ce qui est toujours dit dans mon domaine, c'est parce que les deux partenaires de l'interaction ne sont pas adaptés l'un à l'autre. C'est-à-dire l'autre n'a pas de défense contre ce pathogène, et le pathogène cause des dommages qui au final ne lui apportent rien. Et bon, c'est pas compliqué de comprendre ça. Si tu rends ton hôte très malade, bah, tu n'avantages pas forcément ta transmission. Ça dépend des maladies, hein. Alors, tu as des maladies. C'est-à-dire, à un moment donné, on pensait dans le domaine que c'était une évolution systématique. Tous les pathogènes tendaient à devenir de moins en moins létaux.
En fait, c'est pas forcément vrai, parce que t'en as, ça les dérange pas de tuer leur hôte. Du coup, ils vont pas forcément perdre cette fonction. Mais dans le cas d'une maladie respiratoire où la personne elle a 42 fièvres, elle est alitée, ou elle fait une inflammation, elle se retrouve à l'hôpital, elle va moins transmettre que la personne qui tousse un peu et qui continue de travailler. Surtout si c'est en fait, c'est un signe de mauvaise adaptation, en fait. Et c'est possible, je pense que c'est possible que ce soit le cas avec la grippe espagnole et d'autres grandes pandémies. Parce que pour le coup, les grippes, ça vient pas de chauve-souris, ça vient souvent d'oiseaux. Et il peut y avoir des sauts, on a parlé de la grippe aviaire, ou de grippe qui passe de l'oiseau via le porc à nous. Et peut-être que quand ça arrive, ça donne une maladie très grave qui après évolue pour avoir une interaction plus constructive avec l'autre, quoi, au final. Parce que le virus, il est là de manière temporaire. La bactérie, elle, par contre, elle pousse, quoi. Soit on la tue, soit elle nous tue. Mais le virus, lui, fondamentalement, il est juste là pour se faire reproduire. Alors, c'est moins le cas du sida, par contre. Mais le virus respiratoire, c'est ça, quoi. C'est comme ça qu'il fonctionne. D'accord. Donc, oui, je pense qu'il y a cette sélection. Et en fait, elle était prédite. Raoult l'a dit dès le début. Moi-même, en toute modestie, je le disais, ça va évoluer vers moins de létalité. Et on prédisait 1 ou 2 ans, possiblement. Et je ne vois pas à ce stade, parce que Omicron est vraiment vachement plus contagieux que les autres. On le voit sur le fait qu'en Afrique du Sud, il a causé une épidémie dans ce qui était pour eux l'été, en fait. En fait, pourquoi il n'y a pas d'épidémie en été? C'est parce que le déclenchement d'épidémie, j'ai dit que c'était un facteur exponentiel qui vient d'un groupe d'individus contaminés, ça va exploser. Et ça va exploser en fonction de conditions. Est-ce que le pathogène est capable de bien se transmettre? Est-ce qu'on a ou on n'a pas de défense immunitaire dans la population? Et est-ce qu'il y a d'autres conditions comme le comportement, la température ou nos comportements qui changent en fonction des saisons? Ce qui fait qu'en général, il n'y a pas d'épidémie en été. Mais si, paf, il y a un nouveau virus très contagieux, parce qu'il est très bon, c'est au niveau moléculaire, c'est la protéine spike d'Omicron, qui a vachement plus d'affinité pour notre récepteur ACE2, pour te donner les noms des molécules. Et en fait, et qui en plus évite toutes les défenses immunitaires qui étaient contre Delta. Parce que c'est 2 variants qui n'ont rien à voir, ils sont très éloignés dans l'arbre. Et ça fait qu'il est capable de passer notre barrière immunitaire et aussi de outrepasser le fait que l'été n'est pas bon pour lui. Et c'est pour ça qu'on a eu une épidémie. On a eu une micro-épidémie de Delta l'été dernier. Et en Afrique du Sud, ils ont eu une grosse épidémie d'Omicron en plein été. D'accord. Et c'est arrivé chez nous, on était tous en train d'avoir une vague de Delta hivernale, et Omicron est passé par-dessus, il l'a éliminé. Donc à partir de là, j'imagine mal une mutation qui va rendre le Omicron létal. Je ne vois pas pourquoi ça devrait arriver. C'est-à-dire sur la base d'Omicron qui redevienne létal, je ne vois pas de raison de penser, plus que n'importe quel autre coronavirus ou la grippe. Dans ce cas-là, si on doit avoir peur d'Omicron, pourquoi on n'a pas peur du virus de la grippe? Alors après, est-ce que Delta peut recombiner avec Omicron pour prendre la létalité de Delta et la forte contagiosité d'Omicron? Théoriquement, c'est possible. Il y en a plusieurs qui ont été observés, des recombinants comme ça. Raoult en a un, il en parle dans ses vidéos. C'est-à-dire qu'il a un patient qui a eu 2 infections, d'abord avec Delta puis avec Omicron, et ils ont trouvé chez lui des souches virales qui recombinent le matériel génétique des 2. Bon, du coup, c'est possible, on peut imaginer, et du coup, ça pourrait faire quelque chose de pas très bon. Mais bon, j'y crois pas trop, pour une raison qui est complètement spéculative, qui fait que quand Omicron est apparu, on nous a dit tout de suite sa protéine spike est très différente, il va contourner les défenses immunitaires, c'est la catastrophe. Enfin, c'est très préoccupant, comme disait l'OMS de manière officielle. Et la première question que j'ai posée, mais est-ce qu'il rend les gens très malades? Est-ce qu'il les tue? Et en fait, je ne sais pas, mais il est très contagieux. S'ils ne nous le disent pas, c'est qu'il y a... Et en fait, bon, ça s'est confirmé, il n'est pas du tout dangereux. C'est-à-dire que d'une part, il est vachement plus contagieux que les souches précédentes, et en plus, il est vachement moins létal. Et apparemment, ça aussi, c'est obscurci par le fait que maintenant, en réanimation, on a toujours, bon, peut-être plus trop maintenant, mais on a toujours des gens qui sont malades de Delta. Parce que tu restes 2 ou 3 mois en réanimation après une infection.
n'as plus le virus, mais tu as l'inflammation, et tu essayes de survivre, et assez souvent, ça se passe mal. Et beaucoup de gens, et en plus, il y a beaucoup de gens qui sont à l'hôpital parce qu'ils ont attrapé Omicron, parce que juste tout le monde l'a eu. Et donc, y compris des gens qui sont allés après à l'hôpital pour autre chose. Et ça, ils l'ont caché pendant un an, mais ils ont été obligés de l'admettre décembre, janvier dernier. Et donc, moi, je trouve bizarre qu'il y ait ces deux caractéristiques évolutives en même temps. Cette ce gain de contagiosité. Et du coup, je suppose que c'est lié au niveau moléculaire. Alors, c'est complètement spéculatif de la part de quelqu'un qui a assez peu de compétences en biologie moléculaire, un petit peu quand même, mais c'est possible, en fait, que ce soit la protéine spike, du coup, qui cause le SRAS et qui cause cette réponse inflammatoire. Mais bon, il faut laisser le temps aux biologistes moléculaires de faire les études, mais bon, c'est une prédiction que j'ai faite qui pourrait... Parce qu'on ne sait pas comment est déclenché le SRAS. Une piste qui est avancée, mais on va continuer à observer tout ça. Cher Stéphane, nous sommes ensemble depuis un petit peu plus d'une heure maintenant. Alors, on a regardé dans le rétroviseur, hein, voilà, faire un bilan de tout ce qu'on vient de vivre pendant 2 ans. Aujourd'hui, peut-être, et en guise de mots de la fin, si on regarde un peu vers l'avant, alors même si bien sûr aujourd'hui, et comme on l'a dit au tout début de notre débat, les esprits, les regards sont tournés vers ce qui se passe du côté de l'Ukraine, mais si on reste sur la question du Covid-19 et de ce qui pourrait nous attendre, quel est ton avis? Alors là, bien sûr, on est dans l'incertitude qu'on critiquait tout à l'heure, mais vis-à-vis de la situation actuelle, on voit apparemment déjà une forme de reprise de l'épidémie. Certains médecins de plateau sont de retour. Guillaume Rosier sur Twitter commence à reparler avec ses courbes. Toi, quel regard portes-tu par rapport à tout ce que tu viens de nous dire et de nous expliquer, tous ces précieux éléments? Est-ce que voilà, aujourd'hui, il faut rester prudent? Est-ce qu'on peut déjà se dire qu'on a été vacciné contre l'emballement médiatique? C'est au moins ça. Qu'on a vu de quoi étaient capables nos médias et que maintenant, on va réussir peut-être à avoir la tête froide, quelles que soient les évolutions de la pandémie. Est-ce que tu crois au moins en ça ou est-ce qu'on est peut-être reparti pour un tour, un de ces quatre? Je crois que tu es optimiste en disant qu'on est vacciné contre l'hystérie parce qu'on le voit en ce moment où ça part vite. Là, au niveau du Covid, je pense que tous les indicateurs sont au vert. Hein. Je suis la courbe de mortalité mondiale, ça descend bien, là. Ce qui est assez tôt pour la saison, par rapport aux 2 saisons précédentes. Sachant que je ne sais pas dans le tas combien sont des morts qui sont comptés Covid, parce que qui sont en fait des gens qui ont attrapé Omicron sont morts d'autre chose. Alors franchement, le Covid me fait moins peur que l'hystérie collective. Parce que moi, personnellement, je suis à un âge où... Bon, je suis un peu entre deux eaux, je m'approche, mais je suis quand même à un âge où le risque n'est pas démesuré. Et puis, je vois, comme je te le disais, le retour de souches très létales. Je vois pas pourquoi on devrait s'y attendre. Par contre, le truc, c'est qu'on a des tests PCR, on peut détecter ce variant, et que ce variant, comme n'importe quel autre, parce que maintenant, pour moi, c'est un virus de rhume, n'importe quel autre virus de rhume, il peut faire des épidémies, donc il faudra attendre l'automne. On peut en avoir aussi à la fin du printemps, parce qu'on en a eu l'année dernière, une vague en mars-avril. Et ils sont tout à fait capables, s'il y a une nouvelle vague, même s'il n'y a pas une forte létalité, de nous faire paniquer. Et c'est vraiment à ça qu'on doit résister en regardant les données, en regardant les faits, en fait. Et en allant écouter, même si les personnes ont dit des bêtises par ailleurs, même si on les a décrédibilisés, écouter les arguments des scientifiques qui ont une autre voix, parce que mon point de vue, c'est que, là je vais parler de la manière dont on a géré la science, c'est que une théorie solide ne devrait pas avoir peur de la contradiction. Et toute cette démarche de censure, parce que c'est vraiment une censure qui a été effectuée, il y a des personnes qui ont été bannies de Twitter pour avoir insisté sur les effets secondaires des vaccins, ou défendu l'ivermectine. J'ai envie de leur dire, aux personnes qui ont banni, si vous avez raison, pourquoi vous avez besoin de les faire taire, ces gens? Répondez-leur juste. Et en plus, c'est contre-productif. Parce que quand on voit des gens qui sont réduits au silence comme ça, on se dit, c'est pour une raison, vous avez quelque chose à cacher. Et au final, les gens croient de moins en moins. Et c'est un gros problème, c'est cette perte de confiance qui a été probablement causée par tout ça, et ça a été au point de la vaccination, c'est-à-dire que cette vaccination obligatoire est finalement insensée. J'ai vu des gens qui étaient tout à fait...
des gens vraiment qui sont pleins de bonne volonté, des gens qui se sont fait vacciner pour les autres, parce qu'ils avaient confiance dans ce qu'on leur disait, et qui au moment où on leur a dit faites vacciner vos enfants, en France en tout cas, ça a été non. Tu peux regarder les données, les gens n'ont pas fait vacciner leurs enfants, parce qu'ils veulent bien se sacrifier eux, mais dans nos cultures, on ne sacrifie pas les enfants. Je dis sacrifice, le vaccin n'est pas un sacrifice, mais s'il n'y a pas un avantage, ils ne vont pas prendre le moindre risque. Et il y a quand même un petit risque, on a quand même su qu'il y avait des risques d'inflammation cardiaque qui sont peut-être pas forcément très élevés, mais qui font que la vaccination n'a aucun sens. Et tout ça, beaucoup de gens qui à la base étaient sceptiques, en fait, se sont braqués. Et au final, quand on va revenir pour des campagnes de vaccination, peut-être pour des cas où il faudrait vraiment vacciner tout le monde, peut-être que ça va moins bien marcher à cause de ça. Et même si tu regardes pour le Covid en France, on a un taux de vaccination qui est ce qui est, mais il est moins bon pour les personnes les plus à risque. Je vais te citer les statistiques. Tu les retrouves. En France, on est à 77% de personnes vaccinées. Tu peux comparer en Angleterre, en air, enfin ça c'était au 21 février, 72%. Donc on est mieux en France. Par contre, pour les personnes âgées de plus de 80 ans, on est à 87%. Alors que les Britanniques, ils ont atteint les 5%. La Suède, ils sont 74% de vaccination de la population générale. Ils ont vacciné personne en dessous de 18 ans. Et ils sont à 84% des personnes âgées. La Suède, j'ai pas dit un mot sur la Suède, j'aurais pu en dire, parce que les Suédois, ils n'ont pas confiné, ils n'ont quasiment pas mis en place de mesures coercitives, des recommandations. On pense que vous feriez mieux de porter le masque, on pense que vous feriez mieux d'éviter de faire ci, de faire ça, mais à aucun moment on les a obligés. On ne les a pas obligés à se vacciner. Par contre, ils arrivent à 95% des personnes à risque vaccinées. Je suis désolé, dans tout ce qui a été fait, le vaccin, c'est encore la seule mesure efficace. Et au final, en France, bah, c'est bien, mais c'est pas top pour les personnes les plus âgées. Alors, voir tous les efforts qui ont été faits pour faire vacciner les gens, on arrive à 87% de personnes de plus de 80 ans vaccinées. Parce qu'on a dilué l'effort en allant faire des lois, de la communication en destination des jeunes qui ne sont absolument pas concernés par la maladie. On a déconnecté la médecine généraliste, qui est le meilleur moyen de se faire vacciner les gens, et on a pu braquer des personnes. S'ils mentent pour ça, comment les croire sur un autre point? Alors, ce n'est pas des gros mensonges, mais c'est des mensonges par omission, c'est des déformations de choses. Et oui, je suis inquiet qu'ils soient capables, s'il y a une nouvelle vague, et qu'il n'y a pas d'autres sujets sur lesquels s'exciter, de nous faire peur avec le coronavirus. On verra, on verra, on croise les doigts, on va suivre ça de près. En tout cas, voilà, c'était ce qu'on pouvait en dire pour le mot de la fin, cher Stéphane. Un immense merci pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui dans ce débat du jour. Merci à toi et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais. C'est le but du jeu avec le débat du jour. Tout le monde est le bienvenu pour discuter, pour papoter, donner un avis, donner des éléments. On en apprend tous les jours et c'est peut-être ce qui nous gardera du bon côté, c'est-à-dire voilà, de pouvoir garder l'esprit ouvert, pouvoir discuter, pouvoir échanger, pouvoir se contredire. C'est quand même pas mal. Donc, une fois de plus, un grand merci, cher Stéphane, pour ce débat. Chers amis de Juste Milieu, vous le savez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Rendez-vous également sur Twitch tous les mardis, vendredis, le Juste Bistrot. Là, on s'en met plein la cravate. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. C'est le plus important. On garde la banane. On va voir ce qui nous attend. Stéphane, encore merci. Et puis, à très bientôt à tous. Voilà. On coupe l'antenne, on rend l'antenne. Vive la France et vive la rigolade. On finit comme ça.